Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Rendez-vous d'Émilie, la chaîne dédiée au bien-être et au développement personnel. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau rendez-vous psycho pour parler du burn-out. Pour réaliser cette interview, j'ai le privilège d'accueillir Théo Duverger, coach et conférencier spécialisé dans la santé mentale au travail. Théo possède une vaste expérience dans l'accompagnement des individus confrontés au burn-out et dans la sensibilisation des organisations face aux enjeux du bien-être au travail. Au cours de cette interview, nous explorerons les origines du burn-out, ses causes profondes et les différentes dimensions qui contribuent à son développement. Nous espérons ainsi mieux comprendre les facteurs individuels, professionnels et sociétaux qui interviennent, mais bien sûr, nous explorerons également les pistes pour essayer de se sortir d'un burn-out. Bienvenue, Théo Duverger, et merci d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous. Bien, merci de l'invitation. Ça fait très plaisir de pouvoir échanger. Tout d'abord, essayons de comprendre les causes. Quelles sont les principales causes du burn-out selon les experts en santé mentale? Alors, il y a des facteurs exogènes. Et quand on me demande si tu veux, on va se dire tu, si c'est OK, moi j'aime bien tutoyer. Alors, disons tu. Allez, ça Très marche. bien. Il y a des facteurs extérieurs. Et quand on fait un sondage sur les personnes que nous, on a pu recevoir, les facteurs extérieurs, c'est toujours les mêmes. C'est trop de pression au travail. C'est un manque de reconnaissance et ça intervient très, très, très souvent. Et c'est le stress. Alors, le stress, c'est un petit peu la chose un petit peu fourre-tout. Le stress, ça peut être, par exemple, des horaires à rallonge, ça peut être de la pression qu'on te met, ça peut être des changements où on va travailler à la maison, en remote, où on va travailler dans le bureau. Et tout ça va générer, selon les personnes qu'on interviewe, le burn-out. Et ça, ce sont les causes visibles. Il y a des causes beaucoup plus profondes au burn-out, qui, à mon sens, sont les causes réelles. Et les causes réelles du burn-out, ça va peut-être étonner plusieurs personnes ici, c'est l'éducation. À mon sens, deux personnes qui vont subir le même stress, la même pression, le même manque de reconnaissance ne tomberont pas en burn-out. Il y en a une qui va plonger, l'autre non. Pourquoi? Parce qu'une aura acquis dans son enfance ce qu'on appelle en process comme des drivers, donc des petits programmes inconscients. Soit parfait, soit fort, fait plaisir. Soit parfait, ils développent du perfectionnisme, donc ils vont se tuer à la tâche. Fait plaisir, ils pensent aux autres, c'est-à-dire leurs clients, leurs managers, leurs collaborateurs avant eux-mêmes, quitte à ensuite rentrer chez eux, puis ensuite penser à leurs enfants, et puis terminer le boulot vers minuit et demi, 11 heures. Et soient forts, ils encaissent. Le burn-out, c'est la maladie des gens forts, c'est pas du tout la maladie des gens faibles. Ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent jusqu'à s'effondrer complètement. Nous, en fait, c'est ça ce à quoi on veut sensibiliser. Tant qu'on regarde vers l'extérieur, on ne résoudra pas le burn-out. On va regarder à l'intérieur de soi pour pouvoir transformer justement l'essai. D'accord, c'est super intéressant effectivement de voir les causes sous ce prisme-là, de revenir effectivement peut-être à ce côté parfois trop rigide parce qu'on a été conditionné comme ça étant petit. Et comment le stress chronique, lui, peut conduire au burn-out? C'est parce que ça fait écho à tout ça en fait? Oui, en fait, il y a plusieurs phases au burn-out et le stress chronique, en fait, va faire partie de toutes ces phases. Ça commence à s'installer, on a des phases où on a comme un espèce de coup de bambou, mais comme on a le driver soit fort, on ne s'écoute pas, on continue, et puis, alors sans rentrer dans les détails physiologiques, on va avoir ce qu'on appelle un épuisement surrénalien. On a une petite glande qui s'appelle la glande surrénale, notamment responsable de la production de cortisol, et elle va être complètement épuisée avec des effondrements hormonaux, et là, c'est complètement corrélé à un burn-out chronique, à un stress chronique, et à un matin, on se lève même plus du lit, on n'a plus du tout la force. Ok. Tu évoquais tout à l'heure la surcharge de travail, enfin les horaires à rallonge, etc. Quels facteurs personnels et professionnels peuvent contribuer au développement d'un burn-out? Facteur personnel, clairement, c'est l'éducation. À mon sens, quand tu es né, quand tu as grandi avec l'idée que si tu n'étais pas parfait, tu étais nul, tu vas grandir en te disant, faut absolument que je fasse plaisir aux mouches de mon travail. Tu vois, je vais faire du détail de mon PowerPoint, alors que l'idée principale est faite. Tu as perdre beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose. C'était pareil avec le soi fort. Quand on t'a appris petit, dans la famille, on serre les dents en avance. Tu grandis, tu serres les dents, jusqu'à t'effondrer complètement. Fais plaisir, c'est pense aux autres avant de penser à toi. C'est, tiens, fais plaisir à mamie, mange ta soupe. L'enfant qui comprend ça, comprend qu'il ne peut être valable que s'il pense d'abord aux autres avant de penser à lui. Le problème, c'est quand il devient adulte, il fait pareil. Il pense d'abord aux autres avant de penser à lui. Donc, il a plus du tout de temps pour lui. Et moi, il y a une question souvent que je pose aux personnes qu'on accompagne, c'est, et toi alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Les gens me disent, je ne sais même plus. Là, on a une vraie dépersonnalisation qui arrive et les gens s'effondrent. Donc ça, c'est les facteurs, on va dire, internes. Il y a des facteurs externes, bien évidemment, qui jouent. Quand tu as un manager qui est malveillant, qui ne sait pas manager, qui fait du micromanagement, ça va jouer, ça va te taper sur le système à un moment ou à un autre. Mais c'est parce qu'il y a eu un terrain propice. Voilà. Exactement.
Ouais, Exactement. ça va, ouais. Parce que ce même manager n'aurait pas d'emprise sur une personne qui n'a pas ces drivers-là, qui va à un moment donné lui dire t'es mignon, t'es gentil, mais tu me lâches la grave, quoi. En d'autres mots, il va lui dire. Mais il va lui dire ça et il ne le rentrera pas du tout en burn-out. Il y a des facteurs externes aussi, bien sûr, comme l'accumulation des tâches, les tâches parfois répétitives. On a des professions, on le sait, qui sont beaucoup plus facilement touchées que d'autres. Et puis, les modes de travail qui sont en train de changer beaucoup et qui ont changé énormément avec l'apparition du Covid il y a quelques années, bah, ça fait flamber le burn-out. Mais il faut pas, je pense, regarder toujours à l'extérieur. Il faut faire les deux, en fait. L'extérieur et surtout l'intérieur de soi si on veut résoudre son problème. Ouais, essayer de faire, surtout quand on est sujet à ça, de que son environnement soit un petit peu plus serein, mais effectivement aussi traiter les causes internes et de prendre les choses avec plus de souplesse, chose qui est très difficile à faire quand on a été conditionné différemment. Exactement. Je pense notamment aussi toute la charge mentale, hein, tu en as parlé, voilà, de la multiplication des tâches, etc. Très souvent, et de plus en plus aujourd'hui, on parle de charge mentale. Est-ce que toi, tu peux nous dire si tu vois une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce que l'un et l'autre est plus sujet justement au burn-out? Je te dirais que alors on a fait passer des questionnaires, des sondages, on a testé sur plus de 50 000 personnes, on a exactement le même nombre d'hommes que le même nombre de femmes. Seulement, comme Psychologie Magazine est lu à 90% par des femmes, comme ta chaîne est probablement regardée à 90% par des femmes, ben, ce sont les femmes qui s'intéressent principalement à ces sujets. Donc, ce sont les femmes qui vont principalement ressortir comme victimes du burn-out. On va plus avoir des femmes, quoi, si tu veux, dans les cabinets de consultation de burn-out. Mais en réalité, les deux sont touchés de la même manière. Ensuite, euh, je trouve aujourd'hui que le burn-out professionnel et le burn-out personnel sont exactement les mêmes choses. On a les mêmes racines. Sois fort, sois parfait, fais plaisir. Quand je suis une maman ou un papa, je veux être fort, j'encaisse, je vais pas me plaindre. Je vais certainement pas faire appel à quelqu'un d'autre. Une maman, c'est pareil. Fais plaisir à mon enfant avant de me faire plaisir à moi. Sois parfaite. Si je suis pas un papa parfait, une maman parfaite, ça va pas aller. Seulement, le papa, il va pas se plaindre, il va rien dire parce que tu sais, on a des bonhommes, on dit rien. Et c'est là où justement, ben, c'est parfois plus grave encore chez les hommes parce qu'ils ont le soi fort tellement costaud qu'ils s'effondrent beaucoup plus vite. Pas prêts à montrer leurs émotions parce qu'on leur a dit de ne pas le faire surtout. Donc c'est dur, Exactement. mine de rien. Exactement. C'est tout Complètement. ça. Ouais. Mais après, le terrain est le même. Mm. Ok. Et donc, tu as réalisé toute cette étude auprès de plus de 50 000 personnes, tu disais. Quels sont les milieux professionnels, les industries les plus touchées? Est-ce que justement tu as pu faire remonter cette information-là, pardon. Ouais. Alors déjà, on sera étonné de s'apercevoir que moi, je déteste opposer les gens. Tu vois, je déteste. Il y en a certains qui disent oui, les patrons, ils sont protégés. Oui, les collaborateurs sont protégés. Oui, mon manager. Tout le monde est touché. Que tu sois au début de la chaîne, à la tête de la chaîne, tout le monde est touché. Les entrepreneurs sont très touchés. Seulement, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que un entrepreneur qui s'effondre, qui s'arrête, c'est son gagne-pain qui est foutu. Donc, il va pas s'arrêter. Alors, quand il va s'arrêter, c'est vraiment qu'il va être au bout du bout du bout de la chaîne. Maintenant, il y a des professions qu'on voit plus souvent touchées. Les agriculteurs, figure-toi. Tout ce qui va être autour des professionnels RH, énormément touchés, probablement parce qu'ils sont en contact aussi d'autres humains qui sont victimes de ça. Il faut être costaud pour encaisser ça. Hein. Donc ça, ce sont des professions médicales. Mon Dieu, si tu veux, ces 2 dernières années, elles ont été aussi assez vite sollicitées, assez bien sollicitées. Donc pareil, très touchées. Mais ce sont pas des gens qui vont s'arrêter tout de suite. Parce que profession libérale, si tu t'arrêtes, plus rien en fait. Mais ils sont effectivement très touchés. Mais tu peux compter que globalement, toutes les professions sont touchées. D'accord. Et comment les changements dans le monde du travail, tels que la numérisation, par exemple, et l'augmentation des exigences, influencent-elles le cas de burn-out? La numérisation, c'est l'idée de la dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est j'ai plus mon grain de sel, quoi. Je suis juste une machine qui effectue des tâches. Et le pire en plus, c'est que je dois bien faire cette tâche parce que je vais me mettre une pression comme j'ai le driver soit parfait. Donc, je deviens une espèce de robot machine qui est drivé par le soi parfait. Alors là, c'est le cocktail explosif. Hein. Tu comptes en plus que de la dépersonnalisation, très souvent, on va se mettre à travailler de chez soi. Et on va avoir une confusion entre le lieu de vie et le lieu de travail. Donc, on ne va pas savoir faire de coupure, ni mentalement, ni physiquement. On va travailler sur la table de la cuisine où il y a le petit dernier qui prend son petit-déj. Et tout ça va entraîner des problèmes cognitifs, va entraîner des problèmes aussi de concentration.
et qui fait qu'à un moment donné, on a un cocktail explosif. Donc, tous ces nouveaux modes de travail, attention, attention. On va aussi oublier une chose, c'est que avant, quand on allait au boulot, il y avait peut-être Jean-Jacques, notre manager, qui nous saoulait, mais il y avait Martine, notre collaboratrice, qui était vraiment sympa et ça nous donnait notre soupape, quoi. Là, on est chez soi, à part son frigo qui est peut-être un peu sympa et son chat qui nous enquiquine à marcher sur le clavier, il n'y a pas grand monde à qui parler et à qui se décharger. Donc, ça fait un vrai cocktail explosif. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, le lien est primordial, hein. Cesse de le répéter. Et ouais, le frigo peut être sympa, mais la collègue, elle est quand même un peu plus cool et puis peut-être plus attentive. Il y a l'effet, on va dire, le side effect du frigo, c'est que on a des personnes qui vont aller régulièrement se prendre un petit doudou dans le frigo pour pouvoir supporter le choc. Et c'est pas rare d'avoir des personnes qui prennent du poids avec leur doudou. Ouais. Alors là, on a parlé effectivement donc de tout l'aspect travail, environnement de travail, et parmi l'environnement, tout ce qui nous entoure, je pense par exemple aux facteurs sociétaux, culturels. Est-ce que là aussi, il y a des choses qui ont évolué et qui vont peut-être venir favoriser le burn-out? Alors moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que et je vais dire, je pense qu'on est là aussi pour ça, toi et moi, c'est faire en sorte que justement la société fasse que on développe un maximum de connaissances autour de ça, autour de la réalisation personnelle. Il y a quelques années, le travail, c'était notre objet de réalisation. Voilà, j'ai des parents, des grands-parents qui se targuaient, je suis professeur, je suis enseignant, je vais te parler de mon cas personnel. Bon, tu te rends compte que plus on avance dans les générations, plus la réalisation, elle va changer. On n'est plus trop dans la réalisation dans le travail, mais dans la réalisation personnelle. Et ça, je pense que pareil, il y a un cocktail, un dosage à garder pour pouvoir faire en sorte que cette vie soit équilibrée. On ne peut pas, à mon sens, réussir personnellement sans réussir professionnellement. Parce qu'on va être dans la culture de la réussite personnelle, parfois au détriment du professionnel. Or, la vie est un équilibre entre une vie personnelle, entre une vie professionnelle, entre une vie sociale, une vie de couple et une vie familiale. Quand on a tout ça en équilibre, là, on peut être bien. Et quand on veut déséquilibrer l'un parce qu'on a tellement privilégié l'autre pendant des années, là, attention, il y a la course aussi à l'échalote et on peut être en permanence dans une recherche du bonheur illusoire qui finit par nous mettre non pas forcément en burn-out, mais parfois en dépression. Ouais, ce bonheur illusoire en plus, et puis on reçoit tellement d'injonctions aujourd'hui au quotidien pour nous dire il faut être heureux en faisant ceci, en faisant cela, l'équilibre du coup il est vraiment déstabilisant aussi parce que la course à la perfection, on le sait, c'est pas possible. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde aux symptômes. Et tu le disais tout à l'heure très justement, je pense qu'il est bien de le répéter. Le burn-out, c'est aussi quelque chose des gens forts et non pas faibles. Hein, on est d'accord. Ouais. En revanche, quels sont les symptômes qui doivent alerter? Tu sais, la plupart des gens s'alertent beaucoup trop tard. Parce qu'on a tendance à le cacher, j'imagine. Quand on est fort et qu'on a appris à ne pas montrer ses émotions, à encaisser, à y aller, à aller tirer sur la corde, etc. Soi-même, on ne veut pas l'admettre, et puis on va vraiment tirer jusqu'au bout jusqu'à ce que voilà, on puisse plus se lever, hein, tu le disais. Et du coup, à un moment donné, il faut que ça sorte. Précisément. Ouais. Alors, si tu veux, moi, c'est là où j'alerte les gens sur les tout premiers symptômes, les symptômes à bas bruit, les symptômes invisibles, c'est ce qu'on ne voit pas. Le premier symptôme, je te dirais, c'est ce que j'appelle la désocialisation. Dis donc, Émilie, est-ce que tu es dispo ce soir pour prendre un verre? Ah bah non, désolé, je peux pas, Théo, parce que je suis épuisé. Puis demain, en plus, je dois démarrer le boulot très tôt. J'ai une interview avec elle. Ce genre de phrase qui commence à se répéter, à un moment donné, tes amis ne t'appellent plus parce qu'ils savent que tu es toujours trop prise. Donc, tu vas te désocialiser. Et c'est pas grave si tu veux, parce qu'il te reste ta vie de famille, ta vie de couple, ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Mais c'est déjà un signal d'alarme. C'est déjà un signal d'alarme il y a peut-être quelque chose. Tu t'arrêteras pas pour ça, mais c'est un signal d'alarme. Ensuite, il y a ces petites phrases qu'on se répète. Ça nous est tous arrivé un matin de nous dire « Oh, vivement ce soir que je me couche ». Sauf que ces petites phrases qui continuent, attention, danger. Et attention, danger, c'est quand la phrase, elle se prolonge par « Vivement les vacances, je vais pouvoir me reposer ». Sauf que les vacances d'un burn-outé, ça ressemble à « Pendant la première semaine, j'ai encore la charge mentale du travail. Le week-end charnière, je peux me détendre sur l'apéro, ça va, je suis peinard. Sauf que la semaine qui arrive, je commence à anticiper ma rentrée. Je me dis, oh, dans une semaine, je reprends. La boule au ventre revient. Et quand j'arrive, je suis quasiment aussi crevé que quand je suis parti. J'ai juste pris des petites soupapes de sécurité qui font que je m'enfonce de fur et à mesure, quoi. Tout ça, c'est des symptômes à bas bruit. On les voit pas arriver. Ensuite, il y a les troubles cognitifs. Je sais plus où j'ai mis mes clés. On me parle, je ne retiens pas, j'imprime pas et je suis en permanence fatigué.
là, faut faire très attention. Faut faire très, très attention. Je deviens plus irritable. Je fais gaffe à tout ça. Ouais, donc c'est assez insidieux et puis ça vient progressivement et ça s'inscrit. Difficile, oui, de réagir à la première alerte. Donc c'est vraiment quelque chose qui va durer. Parlons maintenant des conséquences. C'est quoi à long terme les conséquences justement du burn-out sur la santé physique? Sur la santé physique, il y a un épuisement. Il y a un épuisement. On a vraiment l'impression d'avoir un corps de vieillard. Quand on est On avec, parle de douleur, de fatigue, on peut avoir de la douleur, on peut avoir, alors la fatigue extrême, oui. On peut avoir des douleurs qui s'installent, ce que j'appelle des douleurs fantômes, des douleurs psychogènes. On a parfois des prises de poids et les gens ne maigrissent pas, ils n'arrivent pas. Pourtant, ils font des régimes, des ceci, des cela. Tu sais, ils avalent leurs émotions, comme on dirait. Et ça, va faire partie des symptômes physiques. Symptômes mentaux, je mouline en permanence. Je suis en ce qu'on appelle tachypsychie. C'est d'ailleurs ce qui peut parfois faire la différence avec la dépression. Tachypsychie, ça mouline, hein. On a l'impression d'avoir un petit hamster dans sa roue. Dépression, bradypsychie. Au contraire, j'ai du mal à réfléchir parce que je vais très lentement. J'ai beaucoup de mal à dormir, forcément. Comme mon cerveau mouline, soit j'ai du mal à m'endormir, soit je me réveille au milieu de la nuit. Et les symptômes, à mon sens, les plus dangereux, les conséquences les plus dangereuses, c'est l'effondrement de l'estime de soi, surtout quand on fait une rechute de burn-out. Là, on se dit, j'y arriverai plus jamais, quoi. Et c'est là où, attention, le suicide peut être une voie à laquelle on va penser très vite. La rechute du burn-out, il y a toujours une partie de toi qui dit, mais c'est pas possible, je m'en sortirai pas. Et là, qui je suis, je m'en sortirai pas. L'effondrement total. C'est danger. Ouais, complètement. On voit ma fille qui passe là ou pas? Absolument pas. Mais on la salue. On la salue. Heureusement, il existe des solutions. C'est pour ça que tu es là, Théo. On peut aborder donc ce genre de solutions. Quelles sont les stratégies efficaces pour récupérer d'un burn-out? Tu en parlais et éviter surtout la récurrence du burn-out. Ça va être un petit peu à contre-courant de ce qui est, on va dire, connu ou les choses qu'on pourrait imaginer. Dans un burn-out, bon, déjà, la première chose à faire, c'est clair, c'est se reposer. Mais la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se reposer et de retourner au boulot. Parce qu'on n'a rien changé, en fait. On s'est juste reposé. Et les facteurs, internes comme externes, sont toujours là. Donc, alors, parfois, on peut aller aussi se faire accompagner. C'est très bien parce qu'on se fait accompagner par un psy, on parle de nos problèmes, on a une oreille attentive et ça, déjà, on a l'impression de se faire entendre, se faire comprendre. Ça fait beaucoup de bien. Mais à mon sens, il va manquer certains outils. Pourquoi? Parce que le burn-out, effectivement, il y a une partie mentale à gérer. Comment arrêter notre cerveau quand il mouline en permanence? Comment dégommer une bonne fois pour toutes les injonctions de notre enfance? Mais ensuite, ce sont des personnes qui souvent n'ont pas appris à définir ce qu'elles voulaient. Donc, définir avec précision, peut-être un peu plus en mode coaching, non plus ce que je ne veux plus dans ma vie, mais ce que je veux. Ça va être très important. Quelles sont les capacités que je dois obtenir pour atteindre cette personne-là? Peut-être faire un bilan d'appétence plus qu'un bilan de compétence, parce que si on te dit, bah voilà, monsieur, vous êtes très compétent dans ça, mais que tu n'aimes pas ça, tu retourneras dans un métier que tu n'aimes pas faire. Un bilan d'appétence sera beaucoup plus intéressant. Et ensuite, savoir se positionner face aux autres. Ça, on oublie très souvent. Mais le manager, il est méchant avec toi parce que peut-être qu'il est méchant, mais peut-être que tu es un terrain aussi qui te laisse faire. Apprendre à négocier, apprendre à Eh bien, demander. non. Bah oui, apprendre à faire face, apprendre à faire des demandes qu'on ne saura pas te refuser, apprendre à gérer un conflit la tête haute. Toutes les relations interpersonnelles sont fondamentales pour être bien outillées et ne plus jamais rechuter. OK, parlons maintenant un petit peu plus de prévention. Quels sont les facteurs de prévention du burn-out, que ce soit au niveau personnel ou organisationnel? Alors, au niveau organisationnel, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais notamment, je vois, on m'invite de plus en plus d'ailleurs pour faire des conférences dans les entreprises là-dessus. C'est un sujet, hein, tu sais, pour les organisations, c'est pas les méchants patrons, je sais. Encore une fois, je veux pas opposer, mais pour bosser avec souvent des dirigeants de boîtes, PME, même grands groupes, c'est pas du tout des méchantes personnes, hein, c'est des personnes qui sont vraiment humaines et qui ont à cœur de faire en sorte que leurs collaborateurs vivent bien. Alors, je vais être très cynique pour les gens qui ne me croient pas, mais un collaborateur qui est bien, c'est un collaborateur aussi qui produit. Hein, donc, c'est pas Bien de sûr. l'argent qui est perdu pour l'entreprise. Pour ceux qui pensent que les patrons sont des grands méchants, donc on va leur donner ce prisme-là. Mais il y a aussi certains facteur qui est non, moi je suis un petit patron et mon collaborateur, je le connais par cœur, je connais sa famille, je connais sa vie, j'ai pas envie qu'il tombe malade. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et aujourd'hui c'est vraiment diffusé. Je vois aussi, et on en a parlé il y a pas longtemps, il y a le psychodon. Le psychodon, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Le psychodon, c'est le téléthon de la santé mentale.
Il y a quelques années, on n'entendait pas parler, on commence à voir des publicités, que ce soit des publicités dans la rue, que ce soit des publicités à la télé. Donc ça commence à monter. On commence tant mieux à prendre de plus en plus la santé mentale au sérieux. Avant, c'était quelque chose d'honteux, de caché, tu vois, on était fous. Là, on commence à se dire, ah non, on n'est pas forcément fou quand on a un souci mental. On est peut-être quelqu'un qui a une difficulté à un moment ou à un autre. C'est une maladie comme une autre. Et il faut la regarder sans culpabilité. Hein. C'est comme une jambe cassée. Je vais pas être Ouais, honteux c'est parce que ça. j'ai une jambe cassée. Ouais, non, on a un rhume, on va chez le médecin, et puis si on a un souci à régler, on peut très bien aller voir un psychologue. C'est le même principe. Et puis, sauf que Exactement. au moins, on se fait aider, on résout le problème, et on arrête de ruminer, de ressasser, et voilà, il y a même Exactement. tel pour se et puis pour se renfermer sur soi-même quand on ressasse sans cesse, sans voir le bout du tunnel, c'est assez compliqué. On parlait justement des employeurs, des patrons qui ne sont pas de méchantes personnes, parce qu'effectivement, ils ont tout intérêt à voir leurs salariés épanouis dans leur travail. Quel est leur rôle précisément justement dans la prévention, dans la prévention du burn-out au sein de l'entreprise? Est-ce qu'ils peuvent justement, eux, intervenir, voir des petits signaux? Quel est leur rôle, en fait, au sein de l'entreprise? Alors, je vais te dire oui, 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 carrément. Moi, pour avoir travaillé avec beaucoup, beaucoup de dirigeants, notamment au sein d'une association qui s'appelle l'Association pour le progrès du management, qui regroupe plusieurs milliers de dirigeants, le sujet du burn-out est un sujet qui est très sollicité. Parce que justement, les patrons sont des humains qui ont à cœur d'avoir des humains en face d'eux qui vraiment se sentent bien, sont heureux, ils portent des valeurs, ces gens-là. Donc, quand on leur transmet la capacité d'observer les premiers signaux de burn-out, ils sont capables de discuter. Ou s'ils sont pas eux qui discutent en direct avec leurs collaborateurs, ils passent par les RH. Ils deviennent vraiment enfin, je sais, moi, j'ai notamment quelques patrons qui ont mis en place ce qu'on appelle une météo au sein de leur entreprise, où une fois par semaine, ils prennent le pouls, on va dire, de chacun de leurs collaborateurs pour voir vraiment comment ça se passe. Et si la météo s'effondre, si, entre guillemets, on utilise, tu sais, des métaphores, on n'est pas obligé de rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que les gens veulent parfois se protéger, mais s'ils voient que la météo, c'est pas le grand soleil, mais c'est parfois un peu orageux, faisant plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, attends, on va faire une réunion avec Martine parce qu'il y a un souci. Et il faut une réunion pour qu'est-ce qui se passe? Comment on peut t'aider à résoudre ce truc-là, encore une fois. Donc ça, j'ai tendance à croire, en tout cas c'est très empirique, mais c'est ce que je vois et ce que je constate sur le terrain, c'est un sujet qui est de plus en plus présent, qui est en plus vraiment présent en tête des patrons et ils déploient vraiment pas mal d'énergie pour aider leurs collaborateurs là-dessus. C'est pas toujours le cas. Généralement, le problème du burn-out, c'est le middle management. C'est des managers qui sont pas bien formés au management, c'est des bons techniciens qu'on a fait monter en management et qui font n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, là où on pourrait encore plus faire d'efforts, c'est de former ce middle management. C'est des gens qui n'ont pas souvent fait de formation en management, ils sont pas bons, et donc ils vont faire du micromanagement, ils vont épuiser leurs collaborateurs en fait. Oui, je lisais ça justement cette semaine, c'est que être manager, c'est pas juste une promotion, c'est un métier en fait. Et du coup, c'est vrai qu'être bien formé au métier de manager, justement pour manager une bonne équipe en bonne santé physique, mentale, enfin surtout mentale pour le coup, c'est assez primordial. Euh, on parle de ça et effectivement, est-ce que toi sur le terrain, tu constates aussi une promotion du bien-être au travail? J'imagine qu'il y a des entreprises, c'est aussi le cas de la nôtre, mais où certaines actions sont mises en place, parfois des cours de yoga par exemple, ce genre de choses. Que c'est quelque chose que tu vois régulièrement sur le terrain? Ah, mais je vais te dire, je vois ça partout en fait. Je vois ça partout, partout. Tu sais, il y a eu l'arrivée des générations Y, Z, millennials, etc., qui ont d'autres valeurs que le travail pour le travail. Donc, c'est rentré dans les mœurs, en fait, parce que ces gens-là, il faut pouvoir les garder dans une entreprise. Et ils ont fait beaucoup de bien, justement, pour dépoussiérer un petit peu les modes de travail. Et aujourd'hui, je vois ça partout, en fait, dans les boîtes. Bien sûr, parfois, ça passe par les comités d'entreprise, mais parfois, ce sont des projets d'entreprise. Et tu vois, alors c'est passé même parfois juste par l'ergonomie des bureaux, mais effectivement, ça peut être le prof de sport qui vient, qui est payé par la boîte, le prof de yoga qui vient, qui est payé par la boîte, les espaces de dialogue, d'échange qui sont payés par la boîte. Oui, ça se voit et c'est très, très, très fréquent. Oui, du coup, il y a une vraie prise de conscience et tant mieux. Comment peut-on sensibiliser davantage le public aux problèmes liés au burn-out et à l'importance de prendre soin de sa santé mentale?
Hmm. Déjà, encore une fois, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs sur le terrain qui font un maximum pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir vraiment diffuser le message. La clé, c'est de comprendre que la santé mentale, c'est pas une honte. Que le burn-out n'est pas une honte, que non, vous n'êtes pas faible quand vous faites un burn-out. Ça, c'est une vraie clé, en fait. Je reprends la métaphore de la jambe cassée, vous n'allez pas vous planquer quand vous avez une jambe cassée, c'est pas honteux, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Encore une fois, il faut dépoussiérer l'idée que les problèmes mentaux sont des problèmes qui sont liés à la folie. Non, vous n'êtes pas fou, non, vous n'êtes pas faible. Vous êtes des personnes qui, à un moment donné, avaient peut-être pris une mauvaise orientation parce que votre éducation, je parle du burn-out, vous a emmené dans le perfectionnisme, le faire plaisir aux autres et le soi fort. Ah, ok, on va remettre ça à plat et vous allez vous remettre aligné avec votre propre vie et vous allez être bien, quoi. Bien, merci beaucoup, Théo Duverger, pour toutes ces informations. Et bien entendu, si vous pensez souffrir des symptômes d'un burn-out ou que vous ressentez un mal-être persistant, il ne faut pas hésiter à contacter un professionnel. Un professionnel peut vous aider à identifier clairement l'origine de votre mal-être et vous apporter des solutions adaptées. Théo Duverger, tu proposes une méthode de coaching. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ah oui, plaisir. Bah, tu sais, la méthode de coaching, elle est basée sur, à mon sens, 3 piliers. Et nous, on a une espèce de promesse qui est vous ne retomberez jamais en burn-out. Ce qui fait qu'on accompagne le burn-out sur, à mon sens, tous les piliers. Le premier, effectivement, le pilier mental, arrêter les pensées, dégager nos fameux drivers, nos injonctions de l'enfance, s'en libérer complètement. Et ensuite, apprendre à gérer notre temps. Parce que quand on est bien dans notre tête, mais qu'on a encore une montagne de travail, qu'on ne sait pas gérer notre temps, bah, c'est une catastrophe. Basé très souvent sur la loi de Pareto, tu sais, l'efficience plus que l'efficacité. Définir avec précision qui on est, donc qu'est-ce qu'on veut dans la vie, parfois même changer de métier. Tout ça, c'est inclus dedans. Et puis, bah, ce rapport aux autres qui est vraiment fondamental. Ce rapport aux autres qui est apprendre à prendre sa place, apprendre à tenir tête, apprendre à dire non, apprendre à gérer un conflit et apprendre à demander. C'est pas un manque de reconnaissance. Souvent, c'est que je n'ai pas appris à demander, donc je ne sais pas faire. Donc, je vais être frustré. Et tout ça, bah, sur des coachings, nous, on propose ça sur 12 semaines et ça marche plutôt très, très bien. Eh bien, je crois savoir qu'il y a une conférence qui arrive et une conférence dont tu partageras le lien, c'est ça? Ouais, On pourra le partager également dans le descriptif de cette vidéo volontiers. si tu Volontiers. l'autorises. Il y a une conférence en ligne qui montre vraiment les différents ressorts du burn-out, les vraies raisons cachées, mais les vraies raisons du burn-out où chacun pourra retrouver déjà ce sur quoi il doit travailler pour pouvoir s'en sortir. Très bien. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire de la vidéo, vos ressentis, savoir ce que vous vivez. Voilà, c'est toujours intéressant de partager ce que l'on vit. Toutes les informations pour te contacter, Théo, et suivre ton travail dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expertise. Merci à toi. Et peut-être prochainement pour un prochain sujet. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires ou questions en commentaire de cette vidéo. À bientôt.